Escorté par une armée de diables des mers, ce vaisseau fantomatique navigue à contre-courant pour découvrir les codes secrets que la nature cache au fond des océans, sur Terre et dans l'esprit de certains hommes. Nicolas Hulot et tout son équipage vont se mettre à l'écoute du monde vivant. Leur objectif ? Déchiffrer les langages de la nature, ses codes de communication, comprendre le pourquoi de toutes ces couleurs, de toutes ces odeurs, de ces parades, qui constituent un monde merveilleux dont le sens nous échappe. L'expédition met le cap sur la pointe est de l'Indonésie, en territoire papou. Cette zone inexplorée abrite la plus grande biodiversité corallienne de la planète. Elle est un carrefour pour les espèces marines du Pacifique et de l'océan Indien. Cette poussière d'île envahie par la jungle est un paradis sauvage. Comme tous les paradis, il se mérite. Toute approche est compliquée. Il n'y a ni bande de terre pour accoster, ni moyen de transport possible, et chaque plongée est ici une exploration. Nicolas survole l'archipel des Raja Ampat, les 4 seigneurs en indonésien. Rares sont les hommes qui ont pu aborder ce labyrinthe d'îles karstiques qui s'étend en pleine mer sur plus de 200 km. L'inventaire scientifique vient ici tout juste de commencer. Et des fois on se sent loin de tout, mais alors ici, plus que jamais, on se sent à l'écart des sentiers battus. Où soit la nature dans cet archipel pour naviguer entre les 2 extrémités de l'échelle de taille du monde des poissons, des lilliputiens hippocampes pygmées, dont on a encore récemment découvert de nouvelles espèces ici, jusqu'aux plus gros poissons du monde que l'on espère de tout cœur pouvoir rencontrer aux Philippines, le fameux requin-baleine. Pour ma part, avec une zoologue britannique, quand nous serons au Célèbes, on va tenter d'approcher, c'est pas très facile, un animal étrange, redécouvert aussi très récemment, que l'on appelle le cochon-cerf ou le babiroussa. Voilà, toutes ces rencontres seront l'occasion pour nous d'évoquer ces langages secrets de la nature, développés au fil du temps, ces codes visuels, sonores, chimiques, qui leur permettent de communiquer pour aboutir à leur stratégie principale, qui sont de se reproduire et de se nourrir, tout simplement, pour survivre. Et puis, ce voyage sera l'occasion également de parler de ce paradoxe, à un moment où l'humanité a les yeux comme ça tendus vers l'espace, en attente d'indices de vie dans une planète ou dans une autre, avec profusion de moyens pour les obtenir. Dans le même temps, nous n'avons, et loin de là, pas fini de faire l'inventaire de ces ressources génétiques et biologiques, et qu'il est d'autant plus urgent de faire l'inventaire du vivant sur la planète Terre que la plupart de ces spécimens risquent de disparaître avant même simplement qu'on les ait identifiés. Au milieu de ce dédale d'îlots calcaires, Nicolas et Laurent Balesta, le biologiste marin de l'expédition, se préparent à plonger dans l'inconnu. Un territoire qui reste un refuge pour une centaine de nomades papous, chasseurs et pêcheurs. Ces hommes, originaires de la forêt, ont su s'adapter à cet univers entre ciel et eau. Un moment magique où les chasseurs de cochons sauvages croisent la piste des plongeurs.
Sous les palmes de Laurent et Nicolas s'agitent déjà des millions de créatures silencieuses. Dans cette crique minuscule, chaque jour à la même heure, se joue dans le plus grand secret un spectacle naturel phénoménal. Nicolas et Laurent nagent dans une mer soudainement transformée en soupe gélatineuse. Une voie lactée bouillonnante et piquante les emprisonne. Des millions de méduses se donnent rendez-vous ici, aux dernières lueurs du jour. Les Aurélies semblent répondre à un appel secret, le code de l'espèce. Depuis des millions d'années, elles communiquent entre elles pour se rassembler et mieux conquérir les océans du monde. Les méduses n'ont ni cerveau, ni poumon, ni sang. Mais ces êtres d'apparence primitive sont pourtant ultra-sensibles. Sous leur ombrelle, les méduses ont développé un formidable réseau de cellules nerveuses, des yeux, des capteurs spécialisés pour s'orienter et d'autres pour ressentir. Comment t'expliques la densité là? Apparemment, dès que le soleil se couche, ouais, faut faire attention parce que c'est quand même assez urticant. Elle monte vers la surface. C'est peut-être la méduse la plus connue du monde. On peut la trouver du pôle nord au pôle sud, dans les 3 océans, partout. C'est l'espèce cosmopolite c'est l'antithèse de l'endémisme. Voilà. Et on s'émerveille toujours de l'endémisme, le fait de trouver une espèce à un seul endroit précis. Mais quelque part, c'est bien plus incroyable d'avoir une faculté d'adaptation et de se trouver comme ça dans tous les océans. Ouais. Ça, c'est assez fascinant. Nicolas et Laurent progressent dans cette forêt de créatures brûlantes, semblant attirées par un champ magnétique. De seconde en seconde, les envahisseurs se multiplient jusqu'à former un mur translucide, bientôt infranchissable. Au-dessus du défilé monochrome des méduses, les oiseaux ont choisi pour communiquer les couleurs et la danse. Depuis des siècles, les oiseaux de paradis fascinent les Occidentaux. Dans l'imaginaire des premiers explorateurs, ces oiseaux étaient si merveilleux qu'ils ne pouvaient vivre que dans le ciel, où ils nichaient et se reproduisaient sans jamais se poser. Les seuls spécimens rapportés en Europe étaient d'ailleurs dépourvus de pattes, ce qui faisait croire à leur existence purement céleste. Ainsi naquit la légende de ces oiseaux venus du paradis. Pour les papous des Hautes-Terres, la parade amoureuse des oiseaux de paradis est plus qu'un spectacle. Elle est magique. Selon leurs croyances, le paradisier a volé aux hommes le langage universel. Aujourd'hui, chaque village possède un dialecte différent. S'ils veulent communiquer d'une vallée à l'autre, les papous n'ont qu'une solution: s'habiller, danser et chanter comme l'oiseau pendant leur cérémonie. Dans la vie de tous les jours, l'oiseau est la clé du langage. Mieux ils l'observeront, meilleure sera la qualité des échanges entre les tribus. Dans les forêts de Papouasie, sanctuaire de dizaines d'espèces d'oiseaux de paradis, seul le plus coloré, le plus créatif, le plus dynamique des paradisiers
aura droit aux faveurs de la femelle. Au cours de ce rituel très codifié, le prétendant sera noté sur son plumage et sur ses performances chorégraphiques et vocales. À la cime des grands arbres, la sélection ne se fait pas par la force, mais par un concours de beauté, avec comme enjeu la pérennité de l'espèce. Conquise par son don Juan, la femelle s'abandonne enfin et le mâle entrevoit les portes du paradis. Le clan des Houlis prépare lui aussi sa parade. Seuls les guerriers peuvent pénétrer la forêt des mousses. Ils viennent s'y ressourcer et collecter les éléments qui vont permettre leur métamorphose. Écorce, pigments, mousse et les précieuses plumes d'oiseaux de paradis. Tous ces ingrédients vont décorer leur coiffe. Ce couvre-chef est la fierté, le chef-d'œuvre, l'affirmation virile de chaque Houli. Il la façonne, année après année, avec des touffes de ses propres cheveux, huilés puis compactés. Sur cette perruque, il crée son jardin suspendu fait de multiples emprunts à la forêt, aux plantes et aux oiseaux. Selon son clan, son rang, chaque papou arbore une composition différente, véritable carte d'identité à base de couleurs et de matières naturelles. Le retour à la forêt est aussi le moment clé pour l'initiation de l'enfant Houli. Celui-ci doit apprendre à observer les oiseaux, à glaner tous les ornements qui feront sa future coiffe et à trouver les plumes les plus rares dans cette forêt que les papous connaissent comme leur jardin. Dans son voyage initiatique, l'enfant Houli et son clan traversent un territoire balisé par des constructions étranges. Qui, homme ou animal, a bien pu bâtir ce mikado, cette tour de milliers de brindilles enchevêtrées? Les papous ont déchiffré le secret de ces édifices magiques. L'auteur, l'architecte, c'est lui, l'oiseau jardinier. Les papous connaissent le soin quasi maniaque avec lequel il construit puis entretient son arène dédiée à l'amour. La moindre feuille déposée sur l'aire nuptiale sera immédiatement dégagée. L'oiseau jardinier ne tolère aucune entorse dans son protocole amoureux. À la force du bec, ce minuscule oiseau a échafaudé cette structure d'1,50 m de haut, trônant au centre de l'aire nuptiale. Les mâles, faiblement colorés, ne peuvent en effet compter que sur leur génie de bâtisseur pour séduire. Et dans cette espèce, plus les plumes sont ternes, plus les constructions devront être imposantes. Là où d'autres maîtrisent le code des couleurs, lui communique par architecture interposée. L'oiseau jardinier est l'esthète des sous-bois, minutieux, créatif et la plupart du temps invisible. Au cœur de la forêt, un oiseau pousse plus loin encore l'art de séduire. En découvrant ces huttes, les premiers explorateurs pensaient qu'elles étaient l'œuvre d'enfants de la forêt. Car cette espèce d'oiseau jardinier ne se contente pas de bâtir des cabanes. Il en assure aussi la décoration intérieure. Au fil de ses envolées en forêt, il rapporte fleurs, carapaces d'insectes, graines ou cailloux pour créer des harmonies de couleurs. Sur cet écrin, il va danser jusqu'à ce qu'une femelle succombe à cette symphonie.
Le Parossia, face au perchoir des dames, passe son audition. Seul dieu sur la piste, il doit faire vibrer les femelles jusqu'à l'extase. Une danse qui vire à la transe et finit en abordage. Les houlis n'ont pas perdu une plume du spectacle. Celle-ci trouve sa juste place sur la coiffe magique. Sur la Grande Île, la saison des parades chez les oiseaux de paradis annonce celle des Sing Sing, les grandes fêtes rituelles des Papous. Revêtus de leurs plumes, imitant le chant des oiseaux, utilisant leur code, les hommes peuvent communiquer entre eux. Les pas de danse, les parures et les couleurs sont autant de paroles circulant d'un clan à l'autre. Autrefois, les tambours du Sing Sing parlaient souvent de guerre. Aujourd'hui, avant la saison des pluies, ils marquent le temps du commerce, des échanges et du dialogue. Dans le territoire des oiseaux de paradis, entre les pinacles de calcaire, Nicolas et son équipe poursuivent leur enquête sur les langages de la nature. Sur ces fonds marins, les plus riches de la planète, les jeux de lumière forment une partition qui reste à décrypter. Au cœur du corail, sous l'extravagance des couleurs, l'évolution a tissé un réseau complexe de signaux qui règlent chaque instant de la vie sous-marine. Il paraît quand même assez paradoxal quand tu regardes comme ça la profusion de couleurs dans le monde du récif et du corail. C'est qu'on sait par expérience qu'une des meilleures stratégies adoptées dans le monde du vivant pour survivre, c'est la discrétion, à voir d'ailleurs notamment chez les insectes, mais aussi chez les plantes et parfois chez les poissons, l'ingéniosité pour se camoufler. Et là, on a l'impression qu'au contraire, on est dans une espèce de débauche provocatrice de couleurs. Et comme on sait que dans la nature, il n'y a rien qui soit là par hasard, il y a probablement un sens à tout ça, quoi. Il faut bien remettre dans le contexte de ce récif corallien, et en particulier ici dans les Ranges Ampat où on a atteint des records en termes de biodiversité des poissons. Plus de 1000 espèces de poissons dans un carré de 30 km de côté. C'est un record mondial. Donc à partir de là, il y a une surpopulation telle que la seule difficulté, c'est l'autre. Et à ce moment-là, il faut communiquer, il faut revendiquer. Un territoire notamment. Voilà, revendiquer un territoire, il faut provoquer un adversaire, impressionner un congénère, séduire une partenaire sexuelle. Donc il faut absolument communiquer ici plus qu'ailleurs. En plus, on est dans un milieu qui est extrêmement complexe et coloré. Donc finalement, dans ce dilemme entre se cacher ou se montrer, on peut s'adapter facilement en réglant sa distance, en réglant sa position aussi. Pour peu que l'on soit vertical ou horizontal, les dessins sur la robe n'auront pas la même signification. Quand on a des rayures et qu'on se mélange à un banc de poissons, on passe inaperçu. Quand on a des rayures mais qu'on s'isole tout seul, là on devient visible. Tu veux dire que chaque assortiment de couleurs, chaque livret par exemple, est identifiable. C'est presque un mot, ou un signal en tout cas. Ouais, ça veut dire va-t'en, voilà, ou viens là, ou c'est moi le plus fort. Ou, voilà, ce sont des signaux très simples mais très facilement compréhensibles par tous les habitants du récif.
Ce qui est étonnant aussi, c'est d'un point de vue purement biologique, c'est la nature de toutes ces colorations, la nature pigmentaire. Le biologiste Patrick Louisy dit « Dame Nature est une artiste pointilliste » parce que quand on regarde de très près au microscope, les couleurs, quelles qu'elles soient, au départ, c'est une palette très réduite, quelques pigments seulement, souvent trouvés dans la nourriture d'ailleurs, les pigments rouges et orangés en particulier. Ce qui fait d'ailleurs que souvent ces poissons en aquarium n'ont plus leur couleur. Mais en tout cas, c'est voilà, quelques pigments de base et pourtant, avec aussi peu de pigments au départ, on arrive à des motifs incroyables. extraordinaires. Au premier signal d'alerte, d'un coup de nageoire, les poissons peuvent échapper à la lumière qui baigne le monde saturé du corail. Ils mettent leur couleur en sommeil, se fondent dans l'onde bleue, redeviennent des spectres anonymes. Ils se rassemblent en groupe où chacun communique avec l'autre pour former une mêlée solidaire contre les prédateurs. Comme dans une hallucination, le paysage sous-marin devient mobile. Un tourbillon de vie s'empare du récif. Nicolas suit cette cascade vivante. Le rideau de poissons s'écarte et révèle la cache d'une créature antédiluvienne, le requin tapis barbu. En effaçant toute trace de couleur sur sa robe et en plagiant la texture de la roche, ce maître du camouflage a su traverser les âges. Tout doucement, la jungle des coraux inondée de lumière s'ouvre sur un tombant balayé par les courants. C'est ici que les diables des mers ont rendez-vous. Ces grands voiliers sous-marins se lancent dans un balai aux allures de messe noire. Excités par la remontée du plancton, les raimentas glissent, tournoient, aspirent un bouillon sombre qui dissimule leur mets préféré. Leur forme aplatie résulte d'une spectaculaire évolution. Il y a 200 millions d'années, la silhouette d'un requin s'est transformée, ses nageoires se sont muées en une immense cape. Leur surnom de diable des mers vient des 2 petites cornes plantées à l'avant de la tête et du fouet venimeux disposé sous la queue. Les marins des mers chaudes ont longtemps cru que ces animaux pouvaient, par leur gigantisme et leur capacité à bondir hors de l'eau, entraîner les bateaux par le fond. À 500 km de la valse des Mantas aux îles Célèbes, des millénaires de volcanisme ont forgé d'autres univers et d'autres règles du jeu pour le vivant. La quête continue pour Nicolas qui rejoint le détroit de Lembé, s'approchant ainsi de la fameuse démarcation entre Asie et Océanie, la ligne Wallace. Le Pinisi, bateau traditionnel des Célèbes,
aborde un monde étrange et obscur. Sous la proue commence déjà le domaine des laves et des sables noirs. C'est le repère d'animaux sans nom. Sur le lit de cendres de Lembe, ils ont inventé un monde fantasmagorique. Ça, c'est l'entrée du fameux détroit, ça y est. Détroit de Lembe, 20 km de longueur pour parfois moins de 300 mètres de large. Petit par la taille, mais grand par l'exception. L'île de Lembe à main gauche, Sulawesi, l'île principale à main droite. Alors évidemment, comme ça, quand on regarde, bon, c'est joli, hein, une jolie passe, mais on est quand même à des lieux de soupçonner ce qui se dissimule sous les eaux du détroit de Lembe. Et là, sur un territoire qui est quand même assez ridicule, quand on regarde sa surface par rapport à l'océan Pacifique, c'est un trésor biologique proprement hallucinant. On a un peu le sentiment ici que s'il y avait un cabinet de designers qui a participé à la création, eh ben, il y a eu un moment dans leur travail où ils se sont laissés aller à tous les délires, car c'est un carnaval marin. Il y a une garde-robe ici pour les poissons, mais également pour les invertébrés, totalement exceptionnelle, sur des fonds qui n'ont rien à voir avec les fonds coralliens. Il y a un peu de corail d'ailleurs de part et d'autre du détroit, mais dans le détroit, c'est plutôt des sables volcaniques un peu gris, un peu sombres. La première fois qu'on met la tête sous l'eau, on est un peu déçu. Envasés, hein. Ouais. On est même dans des fonds envasés. Il y a toutes ces rivières qui se jettent là dans le détroit. Donc il y a beaucoup d'apports terrigènes, beaucoup de matières organiques, de matières minérales qui se jettent là, qui envasent. Mon idée, c'est que, si tu veux, partout ailleurs, on a des récifs coralliens avec des eaux cristallines. Des eaux cristallines, ça veut dire quoi? Ça veut dire des eaux pauvres, très pauvres en matière minérale. Donc il n'y a pas la nourriture de base ailleurs. Ici, cette contrainte, elle tombe, grâce aussi à probablement des upwelling, des grandes profondeurs à l'entrée du détroit, qui remontent la matière minérale des grandes profondeurs. Et bien, cette dernière contrainte tombe. Il y a en plus une nourriture abondante. Donc à partir de là, tout est permis, même je dirais ceux qui ailleurs subiraient une compétition redoutable et ne survivraient pas, ici trouvent leur place malgré tout. Et donc on a là une illustration de tout ce que l'évolution a pu se permettre comme extravagance, alors peut-être avec des impasses, parce qu'on a affaire à des animaux qui sont extrêmement adaptés, et qui dit grande adaptation, dit vulnérabilité. Voilà, plus d'adaptabilité. Ouais. Les plongeurs attendent la nuit pour explorer ce gisement d'espèces enfoui dans les sables. Sous la faible lumière de la lune, elles se livrent à une déroutante partie de cache-cache. Bon, un peu de lune. C'est mieux quand il n'y en a pas trop, normalement. Oui. Plus c'est noir, plus on aura une vraie activité nocturne. Voilà. Tu veux dire qu'il y a plus de prédation la nuit? Oui, probablement, beaucoup plus d'activité. T'as ouvert ta bouteille? Ouais, c'est ouvert. Oh putain, je pars. Celle-là va me faire rire longtemps, je crois. J'ai fait peur de celle-là très très longtemps. Nicolas et Laurent sont happés par les courants comme par des vents de sable sous-marin. C'est une autre planète, trouble, ténébreuse, à peine dévoilée par les torches. Sans repères, sans lumière, la descente leur semble interminable. Un ovni vient les surprendre, véritable apparition. Une étrange sèche, gardienne de ce monde en apesanteur. Cette galaxie est traversée par des missiles vivants, soudainement pris dans les faisceaux des lampes des plongeurs. À 10 mètres de profondeur, Nicolas et Laurent atterrissent sur une autre planète, gouvernée par la loi du secret, de la dissimulation et de la surprise. Le monde de ces aliens est le plus extrême qui soit.
celui de la poussière des volcans, tour à tour champ de bataille, refuge ou affût. Il faut le regard exercé de Laurent Balesta pour détecter dans sa gangue de sable une étrange gargouille. C'est la gueule de l'uranoscope. Ce maître de la simulation laisse frétiller une langue en forme de ver marin qui attire les poissons. Il n'en fera qu'une bouchée. Sur la planète Lembe, certains poissons ont oublié la nage. À quoi bon? La visibilité est nulle et la nourriture arrive d'elle-même en abondance. Alors ils rampent, marchent, planent et s'enfouissent. Dans ce microcosme, l'évolution s'en donne à cœur joie et les poissons ont emprunté aux reptiles, aux oiseaux, voire aux insectes. Le poisson scorpion se terre, invisible. Protégé par ses épines venimeuses, il attend sa proie. Menacée, la rascasse épineuse se métamorphose. Elle change d'allure, passe de la marche au vol plané et déploie un éventail de couleurs. Un signal très clair communiqué au prédateur et qui signifie que le venin est en elle. Laurent suit la procession d'un curieux couple. Les poissons pégases ont transformé leur nageoire ventrale en pattes qui non seulement les portent mais qui leur servent à déterrer les proies cachées dans le sable. Un sable nourricier, mais aussi dangereux. Le caméraman Grove Menuhin a placé sa caméra en embuscade sur le territoire de chasse du superprédateur de Lembe, la mante de mer, qui possède l'attaque la plus rapide du règne animal. À l'affût, bien camouflée au fond de sa galerie, la mante balaye l'horizon de ses yeux articulés. Impossible d'échapper à son regard qui déchiffre les UV, polarise la lumière et analyse l'image sur 16 canaux lumineux, 4 fois plus que l'homme. Devant son antre, Laurent Balesta provoque la bête avec un poisson en papier. En un éclair, la mante détend ses pattes ravisseuses, harponne sa proie de ses couteaux acérés et l'entraîne au fond de son terrier pour la dévorer. En tout et pour tout, l'opération a duré un centième de seconde. Uniques et exceptionnels, ces clichés réalisés en milieu naturel par Laurent Balesta en disent long sur l'attaque meurtrière de la mante de mer. C'est le moment où les gros bras rentrent en scène, l'heure du stratagème des crabes. Ils ne sortent que couverts. Ces crustacés se déguisent en confectionnant eux aussi de véritables coiffes. Un crabe porte un chapeau couleur roche volcanique, un autre exhibe un bicorne spongieux. Sur les fonds lunaires de Lembe, un défilé de mode très tendance. Leur créativité est sans limite. À coups de pince, ils se bouturent sur la carapace des jardins suspendus faits d'anémones vivantes, d'algues, de bois coulés, voire même d'oursins luminescents. Pour tromper les ennemis, poissons, anguilles ou pieuvres, comme autant de pirates, ont brouillé les codes de communication. Le crabe zébré, sédentaire jusqu'au bout des pinces, a trouvé asile dans le brûlant buisson de l'anémone de mer.
Le minuscule crabe orang-outan joue quant à lui le parfait immobilisme pour mieux harponner au passage les minuscules crevettes transparentes. Nicolas et Laurent font une rencontre rare. Cette petite virgule orangée qui lutte contre les courants est un hippocampe pygmée. De la taille d'un ongle, il est l'élégant cavalier des forêts de Gorgone, le labyrinthe formant son seul univers. Les fonds de Lembé ont révélé 4 espèces d'hippocampes, chacune adaptée à sa couleur de Gorgone. À bord de l'Ondine, Laurent Balesta a installé un laboratoire d'observation. La prise de vue endoscopique permet de découvrir un peu plus la face cachée des lilliputiens de Lembé. Ça marche? Ouais. En fait, on a remonté un petit échantillon de nudibranches, les limaces de mer. Le plus souvent, les limaces de mer sont de vrais prédateurs. Hein. Elles se nourrissent de quoi? Beaucoup d'invertébrés et souvent d'autres limaces de mer. Ah oui, En particulier, voilà celle-là, tu vois. Cette grosse limace verte là. Celle-là, c'est un redoutable mangeur de limaces. Elle a une bouche qui est un peu à l'image du poisson grenouille, qui va s'agrandir, se dilater complètement et avaler en une seule fois. Quasiment son propre poids, son propre volume. En une seule fois, une limace de sa propre, qui fait à peu près sa taille. Voilà. Alors celle-là. Ils peuvent changer de couleur? Non, ils ne changent pas de couleur. Ils peuvent pas. Non. D'accord. Au contraire, ça serait dangereux pour elles de changer de couleur. L'idée, c'est que le message soit bien compris une fois pour toutes. Si elles s'amusent à changer de couleur, on peut imaginer que les prédateurs auraient besoin de plusieurs essais pour comprendre qu'il ne faut pas manger ça, quoi. Chaque espèce, en général, a une alimentation très stricte. C'est-à-dire que beaucoup ont une alimentation extrêmement spécialisée. Ils sont capables de manger un seul invertébré précis. Alors ça a quand même un avantage, d'abord c'est le digère parfaitement, à tel point que chez certaines espèces, le tube digestif est clos. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Et elle est sélective, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la proie qu'ils vont digérer pour leur propre métabolisme et une autre partie qu'ils vont utiliser telle qu'elle, qu'ils ne vont surtout pas dégrader, en particulier tout ce qui est cellules urticantes, cellules pigmentaires, et elles vont faire migrer ces cellules du tube digestif vers l'épiderme, vers l'extérieur. Et servir, c'est comme arme et devenir à leur tour venimeuses ou urticantes. Il faut expliquer que le poison, c'est l'arme des faibles. C'est-à-dire que notamment ceux qui n'ont pas la possibilité de fuir, ils utilisent le poison comme défense. Et à ce titre-là, les nudibranches sont assez efficaces. On ne se rend pas compte ce qu'un petit organisme comme ça peut libérer comme toxine. Toxine ou venin. On essaie de regarder les images de ta quête. Ouais, alors là tu vas voir, c'est une séquence exceptionnelle. Vas-y, pendant que tu le mets, je continue à explorer moi. Ça c'est vraiment un document vidéo unique. Alors ça c'est quasiment 10 ans de plongée pour faire ça. Les hippocampes pygmées, c'est vraiment je trouve un sujet extraordinaire pour parler du travail des naturalistes d'aujourd'hui, trouver de nouvelles espèces, parce que c'est encore possible. Larry Tackett, il a découvert une espèce d'hippocampe, auquel il a donné le nom de sa femme, Denise, donc c'est Hippocampus denisi, désormais. C'est le deuxième hippocampe pygmée qui a été trouvé. Et c'est très récent, c'est 2003, la description de cette nouvelle espèce. Et il ne s'est pas contenté simplement de trouver une nouvelle espèce, en plus, il a fait ce document vidéo qui est unique, qui est la naissance des bébés hippocampes pygmées. Donc tu vois, ça c'est un mâle qui a la poche qui est pleine, prête à craquer. Et donc la naissance va
Et voilà. Waouh. Ça, c'est 1, 2, 3, je sais pas combien il y en a exactement. 5, 4 ou 5 4. 4. Tu te rends compte, l'adulte, lui, fait moins d'un centimètre, alors les petits, c'est vraiment rien du tout. Hein. Et ça recommence, en plus, il l'a pas fait qu'une fois. Et voilà, 3 de plus. Donc 4 et 3, 7. Et voilà, et puis les petits vont partir. Ils ne sont pas colorés apparemment. Et tu vois là, donc la poche du mâle est vide cette fois-ci, mais elle a encore la possibilité d'accueillir, il y a de l'espace libre. Et la femelle en profite tout de suite pour venir à nouveau pondre des œufs dans la poche du mâle. Il n'a pas de répit 2 secondes. Là, et Ah, là, tu vois, voilà, c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se passer. Incroyable. Ça, c'est une séquence exceptionnelle. Hein. Il faut remettre tout ça aussi dans l'échelle. Hein. C'est que c'est... On comprend que ça a échappé au regard pendant si longtemps. Bon, encore faut-il rappeler qu'on plonge sous l'eau pas depuis très longtemps. Et qu'avant, on se contentait de ce qui était visible. Et maintenant, évidemment, on arrive à regarder des choses d'une échelle beaucoup plus petite. Et là, on s'aperçoit qu'il y a encore tout un monde. Voilà. Dans le sillage des diables des mers, l'expédition, serrant le vent au plus près, remonte le temps en direction de l'ultime refuge d'un animal de la préhistoire. Dans la réserve de Nantou, la forêt tropicale humide s'entr'ouvre sur des arènes saturées de sel et de boue. Les orages tropicaux attirent parfois dans ces salines un animal que l'on pensait disparu, un panaché de cerfs et de cochons, le babiroussa. Grâce à une ouïe et un odorat hyper développés, le babiroussa a su se rendre quasiment invisible. Périodiquement, cet animal de légende doit s'aventurer jusqu'ici pour se nourrir de sels minéraux et se soigner contre les toxines de certains fruits. Dans le plus grand silence, Nicolas rejoint l'affût construit par la zoologue britannique Lynn Clayton, seul scientifique à observer régulièrement le babiroussa dans son milieu naturel. Ce petit coin de jungle primitive est aujourd'hui l'unique endroit sur la planète où l'homme peut rencontrer cet animal relique. Hello Lynn. Hello. Comment vas-tu? Bien. Où est-ce que je dois aller? Je vais dans cet endroit-là? Oui, juste en dessous. Le petit affût, au niveau du sol. Ok, je vais mettre mes écouteurs. Tu m'entends maintenant? Oui, Ok, c'est bien. je reste ici. Quand est-ce que le babiroussa a été décrit pour la première fois? Le babiroussa a été un des premiers mammifères de Sulawesi à avoir été connu en Europe. Il a été décrit pour la première fois en 1650. Et Alfred Wallace, il en avait vu un? Oui, Alfred Wallace a vu un babiroussa près de Manado. Il était fasciné par Sulawesi. Il a déclaré que Sulawesi était extraordinairement riche en espèces étonnantes et que le babiroussa était la plus extraordinaire des espèces endémiques de Sulawesi. Normalement, ils viennent à quelle heure? Toujours la même heure? Oui, nous devons attendre. Bon, ben, on va attendre. Si tu vois quelque chose, avant moi, tu me réveilles.
Il y a un babiroussa juste devant toi, de l'autre côté. Laisse-moi regarder. Un bébé? Un mâle adulte. Il vient juste devant. C'est mon premier babiroussa. Un animal mythique. Oui, vraiment mythique. Peut-être que vous les voyez tous les jours, mais pour les gens qui habitent en ville, c'est un animal de légende. Oui, absolument. Attendons. Peut-être il va venir. Les belles défenses. C'est un adulte de belle constitution. C'est quand même des moments assez uniques d'observer un des animaux les plus rares de la planète. Un mythe ou une légende, probablement dans le seul endroit au monde où on a une petite chance de pouvoir observer ce fameux babiroussa. Un animal probablement comme son environnement qui est en sursis. Animal incroyable. Étonnant, oui. Ce sont des jolies défenses. Why do they use À quoi ils utilisent leur défense? C'est une question très intéressante qui a fait l'objet de nombreuses spéculations depuis des siècles. Il y a eu plusieurs tentatives d'explication, dont les légendes locales selon lesquelles les babiroussas utilisent leur défense pour se suspendre à des arbres afin d'impressionner les femelles. Mais c'est assez improbable. Je crois plutôt que comme seuls les mâles adultes possèdent des défenses, elles constituent un attribut de virilité et de puissance. Les défenses supérieures sont purement ornementales. Elles ne servent pas au combat. Mais les défenses inférieures sont très aiguisées et ils les utilisent comme des armes. Il est assez intéressant d'assister à la saline à des combats entre des babiroussas mâles. Quelle est l'organisation sociale d'une famille de babiroussas? Les femelles adultes vivent en groupe avec leurs jeunes. Quant aux mâles adultes, ils sont plutôt solitaires. Ils ne se joignent à un groupe que temporairement. J'ai une chose intéressante à te dire à propos de la communication des babiroussas. Comme ils vivent dans des forêts très denses, ils doivent recourir à des méthodes de signalement pour communiquer avec les autres groupes. Ils possèdent une glande préorbitale sous l'œil et ils se frottent sur les petits arbres pour se signaler aux autres groupes. Ils urinent sur les fourrés et se vautrent dans la boue puis se frottent aux arbres alentours. Il y a aussi sans doute un signal de marquage dans la boue. Donc tout le monde parle dans la forêt, n'est-ce pas? Avec des langages différents. Tous les sens en alerte, le groupe a détecté un signal suspect, un bruit infime ou une odeur imperceptible. C'est la débandade. Mais jusqu'où et pour combien de temps peuvent se cacher les babiroussas? Un mince rideau d'arbres protège encore leur sanctuaire. La rivière Pakuyaman marque la frontière entre deux mondes, celui des bêtes sauvages
et celui des hommes qui déforestent pour la culture intensive. Pourtant, le travail acharné de Lynn Clayton, appuyé par le gouvernement local, a permis en 10 ans d'enrayer le braconnage et d'agrandir la réserve de Nantou. Nicolas suit cette ligne de démarcation. Il doit rallier plus au nord l'entomologiste français Jean Axer, immergé en forêt depuis plusieurs jours. Celui-ci étudie la communication chimique entre les êtres vivants. En forêt, les animaux déchiffrent et utilisent des langages chimiques imperceptibles par l'homme. Chacun a son répertoire pour détecter la plante comestible, le partenaire sexuel, les traces du groupe ou l'odeur du prédateur. C'est la communication à distance qui prévaut dans la nature grâce à des molécules odorantes qui peuvent circuler sur des kilomètres, les phéromones. Chez les singes, la communication n'est pas seulement chimique, c'est aussi un langage sonore. À la moindre alerte, l'information circule d'un bout à l'autre de la petite troupe. La vigilance du groupe permet de déjouer les manœuvres du super prédateur de Gorontalo, le python réticulé le plus long du monde. Ce serpent, lorsqu'il chasse, est capable de poursuivre à grande vitesse jusqu'en haut des arbres les bébés macaques dont il ne fait qu'une bouchée. Sauf bien sûr si la branche qui le supporte craque sous son poids. Elle est exceptionnelle cette forêt, hein. Elle est d'une très très grande Exceptionnelle. beauté. Il y a les deux fûts là, Ah oui, majestueux. C'est une très 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 belle forêt. Je regardais ça tout à l'heure, je me disais c'est quand même assez marrant d'imaginer que là on a l'arbre qui symbolise plutôt l'Asie et là l'arbre qui symbolise plutôt l'Australie. On a un eucalyptus, un ficus et ils sont côte à côte, quoi. Ça veut dire que la fameuse ligne Wallace qui est censée séparer la faune asiatique, enfin la faune et la flore asiatique de la faune et la flore australienne, pourrait symboliquement passer quasiment ici, quoi. Oui, si on admettait que la séparation soit aussi stricte que ça, oui, on pourrait le dire. C'est symbolique qu'autre chose. Alors on dit que dans une forêt comme ça, comme on est assez limité dans nos capacités sensorielles en fait, on n'est pas un peu handicapé, et si on pouvait capter ou visualiser tous les signaux que chacun s'envoie, notamment les messages chimiques, on serait vraiment immergé dans un faisceau de signaux. Si on pouvait voir, il y aurait des rayons de lumière dans tous les sens. Cet arbre communique avec les voisins, bloque la germination des plantes d'à côté, s'arrange pour qu'en dessous de lui, sa propre espèce ne puisse pas germer parce qu'il ne faut pas qu'on se pique la nourriture. Et je crois qu'on n'a pas idée de tout ce qui peut se passer, que nos piètres organes sensoriels ne peuvent pas distinguer. Je pense que ça va très très loin. Je pense même que ça défie l'entendement et que l'homme a du mal à admettre ça. Il a du mal à admettre qu'il est dans un monde
On pense que nous, on est au summum du langage, Eh oui. alors que... Alors qu'on est exclu de la dimension olfactive. La dimension olfactive, on peut clairement dire qu'on en est exclu. Et en plus, on le veut. Je veux dire, on se lave, on se désodorise. Il n'est pas coutumier de se renifler quand on se rend compte. Alors, tiens, là, j'ai trouvé un truc. J'étais justement en train de le sentir. Je ne sais pas si tu vas reconnaître. Tiens, tu frosses ça. Alors moi, je te dis de suite que l'odorat, c'est pas le sens que j'ai le plus développé. Hein. Je pense que là, tu vas t'en sortir. Oui, ça c'est quelque chose que je connais, mais alors... La citronnelle. Voilà, citronnelle, voilà. Donc c'est une rutacée. Et ça, les insectes le savent. Donc le papillot qui va pondre sur une rutacée, il va repérer ça au milieu de ce bruit de fond chimique. Là tu as un bruit de fond sonore, mais tu as aussi un bruit de fond chimique. Ce qui veut dire que l'insecte, quand il se déplace, il a ses récepteurs, il capte le bruit de fond, mais ces récepteurs vont lui dire là à manger, là une copine, là danger, etc. Alors ce qu'il faut, c'est bien admettre que les échanges existent au sein d'une même espèce, et tout ça c'est pour le bénéfice de l'espèce, mais également entre les espèces, et même entre les règnes, le végétal et l'animal. Les animaux émettent des signaux qui sont perçus par d'autres animaux, qui peuvent les repousser, qui peuvent leur faire peur, qui peuvent favoriser la rencontre des sexes, mais les végétaux aussi émettent des signaux. Tu vois cet arbre, il y a des exemples super intéressants avec les végétaux. Cet arbre, il va bien. Il a une belle écorce, il est en bon état. Il émet des molécules, généralement des terpènes, et ces terpènes vont repousser les phytophages qui viennent pondre dessus. S'il commence à aller mal, il va le signaler avec la même molécule. Et c'est ça qui est marrant dans ce système, c'est que la même molécule émise en plus faible dose va être attractive alors qu'elle était répulsive juste avant. C'est un handicap quand tu te dévoiles comme ça ta faiblesse, justement. Oui, c'est un handicap, mais en même temps, c'est une forme de sacrifice. Ouais. Parce que ça va ouvrir une place, il y aura une niche écologique vide, cet arbre va être recyclé très vite. En fait, je pense que dans la nature, il n'y a pas de vide. Donc à partir du moment où un arbre commence à aller relativement mal, il le signale, les insectes prédateurs viennent et finissent le travail. En fait, ils se suicident. Enfin, ça pourrait presque s'interpréter comme ça. Un bel exemple de sacrifice. Oui, tellement puissant que maintenant, il y a même une science nouvelle qui s'appelle l'écologie chimique, qui existe, et il y a même un terme qui va te plaire, puisque maintenant on parle de chimiodiversité. Et on suppose que la chimiodiversité dépasse la biodiversité. Ça veut dire que comme chaque espèce vivante, animale ou végétale, communique par du chimique, les échanges dépassent le nombre d'espèces connues sur Terre. Enfin, depuis que j'ai appris que les plantes étaient sensibles à la musique, ouais, et qu'on accélérait leur croissance et leur productivité avec de la musique classique, plus rien ne m'étonne dans le monde des plantes. Je vais te montrer un truc assez marrant. Tiens, ouais, tu vas voir. Comme si ce que tu viens de me montrer était triste. Ouais, c'est là. C'est exactement là. Et tu vois, illustration, j'ai vu ça tout à l'heure parce que ce tronc, il me plaît bien. Tiens, regarde là. Ce grouillement fort peu sympathique. Elles sont en train de déchiqueter une pauvre petite cigale. Alors chez les fourmis, tu vois, tu as un modèle de cohésion sociale qui est assez étonnant et qui est basé sur l'odeur. Donc on est complètement dans le domaine de l'odeur. Les fourmis sont toutes légèrement différentes. Ce n'est pas des clones, hein, donc elles n'ont pas exactement la même odeur chacune. Alors comment font-elles pour mettre en place un passeport commun qui leur permette de se reconnaître et de savoir qu'elles appartiennent bien à la même colonie? Eh bien, chaque fois qu'elles se rencontrent, les fourmis vont échanger un petit peu de leur odeur spécifique. La fourmi échange un peu de son odeur avec l'autre qui elle-même lui rend un petit peu de sa propre odeur. Par les mandibules? Par la bouche, voilà, par la bouche. Elles s'embrassent. Voilà, elles s'embrassent. Et ça se voit très bien, tu vois, elles se titillent, elles se palpent et hop, ça leur permet de se reconnaître. Alors ensuite, quand la fourmi va aller voir une voisine, elle va échanger sa propre odeur plus l'odeur qu'elle a déjà échangée avec l'autre copine, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, elles posséderont une odeur générale de la société. C'est ce qu'on appelle le visa chimique ou le passeport chimique. C'est-à-dire que si par exemple tu prends une fourmi là, si tu la sors du système, si tu la décapes un peu, que tu la laves un peu et que tu lui enlèves son odeur générale, ou même que tu la laisses un petit peu hors de la colonie pendant un certain temps, quand tu la remets, elle n'est plus uniformisée, elle n'est plus au ton. Alors ça c'est d'autant plus intéressant que quand par exemple il y a des fourmis qui sont polydomiques, avec plusieurs nids, la même colonie mais plusieurs nids, il y a des séparations entre les nids, donc les rencontres sont peu fréquentes. Alors ce que font les fourmis pour pallier à ce problème-là et pour éviter des luttes fraticides, les fourmis vont de temps en temps aller prendre une fourmi dans la colonie, dans le dôme d'à côté, et la ramener en disant regardez, touchez-la, elle est des nôtres. Et donc tu vois, elles réactualisent leurs données. C'est assez étonnant. Hein. Et ça se voit très très. Et s'il y a une intruse, qu'est-ce qui se passe? Alors s'il y a une intruse, l'échange ne sera pas fructueux, le visa n'est pas bon, et là il y a des réactions plus ou moins belliqueuses en fonction de la différence. Alors il y a des tas d'expériences qui ont été faites.
Par exemple, tu récupères la glande de la fourmi, tu la broies, tu en récupères la substance et tu en badigeonnes une fourmi complètement intruse. Tu la badigeonnes, tu la mets dans la colonie et tu constates qu'une bestiole qui devrait se faire massacrer va être presque tolérée. La tolérance n'est pas totale parce qu'au bout d'un moment, la bestie... Ah oui. Elle va quand même sentir un petit peu ce qu'elle aimait elle-même. Et là, il y en a quand même qui vont très rapidement se rendre compte qu'il y a usurpation, là, que le visage est périmé ou alors qu'il est faux. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la cohésion sociale. Et c'est une intelligence collective, hein, parce qu'évidemment, chaque fourmi en soi ne peut pas élaborer la chose. C'est une stratégie commune. Communiquer entre individus, c'est pouvoir se défendre ensemble au même moment. Quand la fourmilière est agressée, tous les individus se passent un message chimique et font corps contre l'ennemi. La contre-offensive est déclenchée, une guerre chimique agrangée d'acide formique. Entre la mer des Célèbes et les Philippines, navigue le peuple Bajau, les gitans de la mer. Fragiles sur leur lépa, mais indestructibles depuis 5 siècles, les Bajau, ces hommes nés de la mer, maîtrisent les langages secrets de l'océan. Ils sont encore quelques milliers d'irréductibles à refuser la vie terrestre. À la période des pluies, quand les bancs de poissons se rapprochent des côtes, les Bajau, en vrais nomades des mers, suivent les migrations. Ils ont développé un sens de l'eau particulier, à la fois pour la pêche, mais aussi pour anticiper les tempêtes, éviter les courants et même se protéger des tsunamis. Avant la tombée du jour, les familles se regroupent dans les eaux plus calmes des mangroves. Les Bajau n'aiment pas la terre. S'ils font escale, c'est pour des raisons vitales. Il faut collecter l'écorce indispensable pour teindre les filets et les rendre invisibles aux yeux des poissons. Faire escale, c'est aussi nettoyer les coques des lépas, corrodées par les algues et les coquillages. Dans la tribu, tous les membres s'entraident. Cette cohésion sociale garantit la permanence de cette culture. Toute la vie de cette communauté nomade est réglée sur les marées, les courants et les mouvements saisonniers des poissons. Le cycle quotidien de la nuit et du jour, du lever et du coucher du soleil, n'est que secondaire, comparé au rythme de la mer. Le soir venu, les Bajau doivent sécher et saler poissons et coquillages pour les conserver pendant leur voyage au long cours. Les nomades des mers se nourrissent exclusivement de poissons et de légumes et tiennent comme impure la viande rouge. Avec les sédentaires du littoral, ils troquent une partie de leur pêche contre du riz, des fruits et des légumes. Ce sont les seuls contacts des Bajau avec les hommes à jamais ancrés dans leur village.
À l'abri dans une anse, la flottille attend la nuit. À l'intérieur de chacune des lépas, l'espace et l'équipement sont restreints. Les Bajau y font la cuisine, mangent, dorment et procréent. Jamais les Bajau ne quittent leur lépa. C'est à la fois un bateau, une maison et un lieu de culte. Lorsqu'un enfant est fiévreux, le chaman invoque l'océan, communique avec les esprits de l'eau. Il soigne au rythme de la mer. Quand l'offrande est engloutie par les flots, le mal doit disparaître. Les Bajau sont des hommes poissons. Les lunettes sont fabriquées avec des bouts de verre et du bois. Les harpons sont bricolés. Mais sous l'eau, les hommes se promènent comme dans un jardin. Comme toutes les sociétés nomades, la technologie est archaïque, minimaliste, mais le savoir-faire est immense. Ces chasseurs-cueilleurs du récif peuvent tenir de très longues apnées. Plus fluides encore que leur proie, tous leurs sens en éveil, ils glanent, harponnent, saisissent, prédateurs parfaits et respectueux des équilibres. Les nomades ont un code d'honneur. Jamais ils ne chassent à l'explosif. Lorsqu'ils croisent le sillage d'une tortue, les Bajau l'accompagnent. La tortue est le symbole de tous les nomades des mers, le symbole d'un voyage qui n'en finit jamais. Au gré des courants, les gitans de la mer poursuivent leur destinée. Ils croisent au cours de sa migration le plus grand des poissons, le requin-baleine. Nicolas Hulot et Laurent Balesta survolent cette mer des Soulous qui n'a plus de secret pour les Bajau. Ils tentent de rejoindre la baie de Donsol aux Philippines. Comme s'ils s'étaient donné le mot d'un océan à l'autre, les requins-baleines solitaires doivent se retrouver là pour leur festin annuel. Plancton marin et crevettes jaillies de la rivière. Alors, les requins-baleines, Où sont-ils? Tu vois, je trouve que c'est parfois essentiel, même pour un biologiste marin, de regarde, il y en a un là, là. Oh putain! Ah, j'aurais bien aimé être le premier à le voir. Ah.
Ah, je te disais, c'est paradoxal, mais je trouve que c'est essentiel des fois pour un biologiste marin de monter en l'air pour voir comme ça du ciel, de comprendre un peu la globalité du système. Et là, c'est vrai qu'on voit la couleur des eaux, on voit que les eaux sont chargées, sont troubles, et donc sont riches en matière nutritive. Et on voit un autre là-bas. un autre là-bas. Ah, il y en a partout en fait. Hein. C'est extra, il y en a plein. Ah, ouais, il y en a plein. Oh, regarde, 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 regarde. Oh là là là. Ah, c'est excellent ça. Magnifique. Il y a des requins-baleines partout, il y a des requins-baleines partout. On va se poser près du bateau de plongée. Pour pister ce requin géant, les marins philippins et les plongeurs de l'équipe d'Ushuaïa Nature scrutent l'horizon. Tout le groupe mobilise ses sens à la recherche d'un aileron qui fend l'eau ou d'une masse sombre. La technique d'approche est à la fois simple et savante. Le pilote doit positionner son bateau sur la trajectoire estimée d'un requin-baleine qui, gueule béante, avale le plancton à 5 km/h sans jamais modifier son cap. Okay, now. Now. Go. Quel sens, quel signal, quelle horloge interne déclenche les voyages de ces géants jusqu'à Donsol? Comment, à des milliers de kilomètres, peuvent-ils sentir l'explosion du plancton? Ces monstres bourrés d'organes récepteurs sont avant tout des monstres de sensibilité. Rencontre émouvante, mais tellement furtive. L'équipage va tenter une nouvelle manœuvre d'approche. Vous l'avez vu? J'aime bien ce moment avant de se mettre à l'eau dans des eaux comme ça qui sont un peu turpides. En fait, on devine vaguement la trajectoire, on se met dans l'eau, puis tout d'un coup on voit une espèce d'ombre qui sort comme ça du néant, et là on se rend compte qu'on est face à l'animal. Ah, right side. That's good position. Stop. Stop. Quels repères prennent les requins-baleines pour orienter leur migration? Sur ces questions, le langage de la science reste presque muet. À peine si elle peut apporter ici et là quelques éclairages sur ces grands nomades. On sait que les requins disposent d'une armada d'organes sensitifs avec lesquels ils peuvent toucher le monde à distance. Des récepteurs qui perçoivent une vibration dans l'eau à 2 km. Des capteurs avec lesquels ils détectent le champ électrique d'une proie et se guident en fonction des champs magnétiques terrestres. Des cellules olfactives capables de dépister une goutte de sang diluée dans des mètres cubes d'eau. Cet aspirateur des grands fonds, dont la bouche fait plus d'1 mètre de large, est capable d'avaler tout ce qui passe devant lui.
Des tonnes de plancton, des calamars, des bancs de petits poissons, des méduses et de plus en plus souvent, des sacs plastiques qui peuvent directement colmater son estomac et le tuer. Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont à la fois les plus gros poissons du monde, mais on sait très très peu de choses. Ouais, en fait. il y a ce paradoxe de leur taille et de leur discrétion. Et ils ont une délivrée, une des robes les plus Ça, c'est une magnifiques. livrée très particulière, un damier, un véritable damier avec les pions disposés. Moi j'apparente ça à une sorte de peinture aborigène. C'est une empreinte, non pas digitale, mais en tout cas d'identité, Oui. excessivement. Au-delà de 4 mètres de longueur, on s'est aperçu que ça ne bougeait pas du tout, ces dessins, et qu'on pouvait vraiment identifier les individus simplement avec le dessin qu'ils ont sur le dos, à tel point que des logiciels qui avaient été mis au point pour repérer les constellations stellaires dans le ciel la nuit vont servir via les satellites à identifier les requins-baleines qui vont reconnaître les points blancs comme ils reconnaissaient les étoiles dans le ciel. Qui pourrait évidemment apporter un flot d'informations important pour savoir évidemment si les mêmes individus, on peut les retrouver dans des spots très éloignés et s'ils font des grandes migrations. Ouais. On dit en tout cas qu'ils arpentent régulièrement les abysses. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais il y a eu des enregistrements à plus de 1000 mètres de profondeur, à des températures de 8 degrés, donc vraiment Donc des on zones passe des zones eaux pas du qui tout- sont de 23, 24, même plus que ça, on plus est que presque ça, entre 25 à et 30. des eaux qui peuvent faire effectivement juste quelques degrés, Voilà. avec des poissons Des hein, poissons qui ont donc, un sang-froid, donc qui ont un sang-froid, donc ça vont se refroidir très vite. Ouais. Non, c'est étonnant. Ils doivent, Globalement, ils doivent pour- se les cailler. Au fond. Comme on dit dans le sud. Nicolas tente de voler une dernière fois pour saluer la ronde des requins-baleines. Mais au moment du décollage, un géant se rapproche de l'ULM comme s'il cherchait le contact avec l'homme. Le requin-baleine n'est pas rancunier. Pour son aileron géant, comme pour sa chair blanche et fondante, l'homme l'a chassé à outrance. Pour le plus grand poisson du monde, le requiem avait déjà commencé. Mais depuis 2001, l'espèce est protégée à l'échelon mondial. Les requins-baleines sortent doucement du purgatoire, comme si l'homme, pour une fois, les avait entendus. C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. En mer comme sur terre ou dans les airs, jamais cette vision de Victor Hugo n'aura été si prophétique. Qui aujourd'hui est encore capable d'écouter ces langages cachés de la nature ? J'aimerais bien une dernière fois deviner la silhouette d'un requin-baleine avant de s'extraire définitivement d'une émotion d'une intensité indicible, au point que quand on est sorti de l'eau tout à l'heure, on se disait sans démagogie que si les principaux dirigeants de ce monde avaient la possibilité, au sens premier du terme, eux aussi de mettre la tête sous l'eau, ne serait-ce que pour contempler de visu
qu'un dixième de tout ce que nous avons rencontré ce soir, j'ai tendance à penser que ça changerait quelque peu le regard qu'il porte sur la planète, tant ces expériences font naître des sentiments d'apaisement, de compréhension, de respect absolu et surtout libèrent de tous ces miasmes dans lesquels nous sommes englués, nous rendant peu à peu aveugles et nous faisant perdre la raison. Ça devrait être un passage obligatoire pour chaque homme et chaque femme de pouvoir. Et puis ça nous éviterait ainsi à avoir en permanence à argumenter pour convaincre que quand on détruit toutes ces merveilles, eh bien on commet un sacrilège tout en reniant notre propre humanité. En tout cas, cette profusion de beauté qu'on a pu voir ce soir a évidemment une dimension sacrée, et quand on part du principe qu'il ne peut pas y avoir de beauté sans objet, eh bien peut-être que tout simplement ce gisement inépuisable de merveilles est à la fois une source infinie de joie, d'enchantement, un capital immatériel pour équilibrer nos excès matérialistes et tous ces petits plaisirs futiles associés. Je suis convaincu que cette beauté de la nature, que l'on observe à toutes les dimensions et dans toutes les échelles du vivant, est quelque part un code universel, la plus belle des langues, compréhensible et recevable par chaque être vivant, tout simplement peut-être pour nous aider à comprendre le sens de notre propre existence. Et il y a quelqu'un visiblement qui était convaincu de cela. C'est le poète Khalil Gibran qui écrivait cette magnifique formule: nous ne vivons que pour comprendre la beauté du monde, tout le reste n'est qu'attente. Bonsoir. Bon, allez, on y va. N'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Il dit vraiment n'importe quoi.